Levons, que nous avions déjà levé avec une Absolument. émission avec Elton sur l'alcoolisme au féminin, et on continue. Là, on l'a avec poursuivi vous, du Sébastien. côté du roman. C'est votre troisième roman, Denis Michaelis, État d'ivresse, donc, après Le Bon Fils et La Chance que tu as. Une écriture qui, avant, s'inspirait du conte. Plutôt, je dois dire, j'avais lu les deux autres romans. Là, ça revêt des allures définitivement plus sociales. Il y a quelque chose, du coup, de très frontal, finalement, dans votre... J'ai l'impression que vous êtes plus direct avec ce sujet, parce que c'est le sujet de l'alcool. Du coup, on est obligé d'être... Alors non, c'est pas le sujet de l'alcool, mais c'est vrai qu'après avoir écrit deux fables ou deux contes, j'avais un peu envie de sortir de ce genre littéraire, et j'avais envie d'un roman plus réaliste, et je cherchais justement une manière de parler d'un personnage féminin qui se ferait du mal à elle-même et par ricochet aux autres. Et donc j'ai longtemps réfléchi à la dépression nerveuse, qui est un sujet qui malheureusement que je connais assez, parce que j'ai quelqu'un de très proche qui en souffrait. Et finalement, j'ai dévié, voilà, parce que quand on écrit, on a toujours du mal parfois à écrire sur des choses qui nous sont trop intimes. Et donc, j'ai pris l'alcool. Et ouais, la forme réaliste s'est imposée d'elle-même. J'avais envie de sortir de cet aspect un peu fable, un peu conte. Ce qu'on trouvait dans le premier roman, donc La Chance que tu as, qui se passait dans un hôtel où un jeune garçon allait y travailler, ses parents l'y déposaient pour y travailler. Il y avait également Le Bon Fils, où là on était dans un noyau familial entre père-fils, dans une maison éloignée. Qu'est-ce que vous avez avec la famille ? Est-ce que vous criez « famille, je vous hais » ou c'est « famille, je vous aime » et 3 petits points. Non, mais pour un romancier, la famille, c'est un sujet qui est sans fin, parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on ne choisit pas de vivre avec l'autre. C'est-à-dire que le couple, on peut choisir, les collègues, parfois, on peut choisir. Vous allez me faire chanter « On choisit ses copains, mais rarement sa famille ». Renaud, exactement. Mais c'est vrai, la famille, on est toujours ma minute karaoké. Hein. N'y couperez pas. En fait, elle n'a pas encore. Pas encore. Non, mais c'est vrai qu'on est parfois condamné à vivre, parfois pas toute une vie, mais parfois l'enfance. Vous parliez du deuxième fils. Premier lapsus, du deuxième livre, Le Bon Fils. Mais oui, on peut vivre avec des parents, avec des frères et des sœurs pendant une vingtaine d'années parfois, et on n'a pas le choix, malheureusement. Vous dites, la famille, elle est importante dans ce livre, puisque cette femme, elle vit avec son fils. Le mari a disparu, et finalement, le fils prend la place du mari, la place du père, la place du censeur aussi, qui va l'empêcher de boire, qui est une espèce de vigie comme ça, effrayante et rassurante aussi. Comment vous avez pensé à cette espèce de tandem mère-fils ? Alors, comment est-ce que j'y ai pensé ? En fait, ça dépend beaucoup du retour des lecteurs. C'est-à-dire que c'est ça qui est très impressionnant quand on écrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, beaucoup de femmes qui m'ont dit « Ah, mais tous ces enfants qui accablent leurs parents, c'est terrible. » Enfin, d'un autre côté, il est quand même là pour l'empêcher de boire et pour l'empêcher de sombrer tout à fait. Donc, moi, en tant qu'auteur, je suis plutôt, on va dire, du côté du fils. Et je pense qu'il a raison. Mais en même temps, c'est difficile d'aider les gens qui sont dans l'alcoolisme. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, au fond. Moi, j'ai parlé à des psys, et à part les interner de force, et encore, est-ce que c'est la meilleure solution ? C'est très, très compliqué, parce que ce sont des gens qui sont sans cesse dans le mensonge, qui sont sans cesse dans le déni. C'est-à-dire, ils mentent, mais ils ne savent pas qu'ils mentent. Ils sont sans cesse en train de tricher, en train de mentir, en train de trouver tout un tas de stratégies pour boire l'alcool. Donc c'est compliqué de démêler le vrai du faux, et ce sont aussi des gens qui souffrent et qu'il faut entendre. Et c'est ce qui est très beau dans votre livre, justement, c'est ça, c'est comment on l'entend parler, cette femme, on l'entend manigancer, on l'entend être double finalement en permanence, mentir, savoir qu'elle va mentir pour avoir de l'alcool, et ça se sent dans le style. Comment vous avez justement écrit ce roman qui a plein de voix en fait, qui a la voix de la personne en état d'ivresse, la voix de la personne sobre, la voix de la personne qui veut boire. En fait, je suis partie d'une constatation assez simple, que d'abord on est tous plus ou moins doubles, on est tous multiples, on a des personnalités multiples. Et donc j'ai intégré ça dans un long monologue, parce que c'est un long monologue du début à la fin. Et j'avais aussi envie d'avoir ce petit diable qu'on a sur l'épaule, parfois, qui vous dit « Allez, prends encore un verre » ou « Arrête, allez, c'est le dernier, c'est pas grave ». Donc j'ai intégré ça dans un long monologue, et j'ai ensuite ajouté, ça c'est l'aspect un peu théâtral du livre,
J'ai ensuite ajouté ce qu'on appelle des didascalies, comme au théâtre. C'est-à-dire que je donne des petites indications au lecteur. Parfois, quand le sujet est un peu trop grave, je mets rire entre parenthèses, ou on entend quelqu'un rire, on entend quelqu'un applaudir. Donc pour un peu décompresser aussi. Donc j'ai construit, en fait, comme un long monologue de théâtre. Au fond, j'ai construit le livre comme ça. On a rencontré votre amie Sophie Divry, qui est une auteure talentueuse, et elle nous raconte un peu ce qu'elle a pensé de votre livre. On l'écoute. Son dernier livre, État d'ivresse, je trouve que c'est celui qui est le mieux écrit, d'une certaine manière, où l'écriture de Denis, qui est quelqu'un tout le temps qui parle dans sa tête, et en fait, je trouve qu'il invente vraiment une forme de monologue intérieur-extérieur. Moi, au début, j'ai été assez effrayée par le début du livre. Je me suis dit, waouh, la dame qui boit. Et à un moment donné, ça explose, c'est très émouvant. Il y a quelque chose d'universel. Justement, cette dame, elle prend une dimension de tristesse ou de refus de la vie ordinaire, en fait. Elle refuse peut-être en buvant cette vie que tout le monde lui dit d'avoir, de mère de famille. Et ça m'a surpris et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, justement, ce revirement-là. Sophie Divry, elle parle de monologue, et c'est là où aussi on comprend la solitude de cette femme qui est seule. Vous pouvez peut-être nous raconter le travail qu'elle fait. Elle a un travail assez particulier. Alors, elle travaille, oui, pardon, mais je repense à ce que dit Sophie, c'est très émouvant parce que je la connais. Elle m'a, voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, et dans le métier d'écrivain, c'est pas toujours évident. Et c'est quelqu'un que je rencontre souvent. Parfois, je parle de mes doutes en écriture, elle parle des siens. Et on avance comme ça petit à petit. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça se voit, en effet, dans vos yeux. Ouais, je suis très, très émue, en fait. Pour ce qui est... le travail qu'elle fait. Alors, elle travaille, oui. Alors, elle est rédactrice pour un magazine qui s'appelle Psychologie au quotidien, et qui est un magazine de bien-être et de développement personnel. Donc, c'est là où on voit tout l'aspect retors de vous, auteur de Denis Michelis, qui est quand même... Ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre qui est sur un sujet grave, mais ce personnage, et vous, puisque vous l'avez écrit, vous êtes quelqu'un de drôle, et ce personnage, il est drôle. Et donc, il y a en permanence cette espèce d'aller-retour entre gravité totale, sinistrose, et humour du quotidien, et ironie, presque. En plus, c'est ironique par rapport à ma propre histoire, parce que j'ai commencé en tant que journaliste, j'étais journaliste 10 ans, et j'ai commencé à travailler dans un magazine de développement personnel et de bien-être. Et donc, en fait, vous n'avez croisé que des personnes totalement névrosées. Exactement. Exactement. Et non, en plus, je fais partie de ces journalistes qui appelaient encore. Voilà, j'appelais encore les témoins, je fais des appels à témoins. Et c'est vrai que pour la petite histoire, donc les titres sont vrais, des articles, ce sont vraiment des articles que j'ai écrits. Et pour la petite histoire, mon éditrice, qui est québécoise, que je pense n'a jamais lu un magazine féminin français de sa vie, quand elle a lu le manuscrit, m'a dit « On ne peut absolument pas laisser les articles, c'est tellement mal écrit, c'est tellement mauvais. » Donc voilà. Mais on ne citera pas donc le magazine pour lequel vous travaillez. Non, mais il n'existe plus. Il n'existe plus. Malheureusement ou heureusement. On ne sait pas. On sait pourquoi. Exactement. Alors... voilà, oui, la dimension de l'humour, mais oui, j'essaie de mettre un peu d'humour. Alors, on rit jaune, quand même, souvent. Oui, on n'éclate pas de rire, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la force de la littérature. C'est-à-dire, quand vous regardez un film, quand vous prenez les émotions, j'ai envie de dire, dans le visage, parce qu'il y a cet écran, puis il y a un ultra-réalisme aujourd'hui au cinéma qui fait quand même que les émotions passent beaucoup plus fort. La littérature, elle permet quand même de prendre des distances. C'est-à-dire que le lecteur, il peut refermer le livre, il a le droit de rire. On a le droit de rire du malheur des autres. C'est terrible à dire, mais ça... Oui, mais on le fait. Mais on le fait tous. Vous voyez, vous... Non, je m'arrête. Je m'arrête et je vais être gentil, du coup. Je vais lancer un autre petit bagnetto de votre amie Sophie Divry, qui fait quelques révélations à votre sujet, vous, Denis Michelis, l'écrivain. D'accord, voilà. Il faut savoir un truc sur Denis, c'est qu'il a un chat qui parle. Enfin, disons qu'il a un chat très spécial, et quand il parle à son chat, le chat lui répond. Bon, il répond en langage de chat, je vous rassure, mais il ne répond qu'à Denis, et donc Denis parle à son chat toute la journée, et le chat lui répond, c'est-à-dire il lui fait miaou quand on vient lui adresser un reproche. C'est très impressionnant, c'est légèrement flippant, donc c'est tout à fait du Denis, en fait. C'est un truc domestique et assez inquiétant. Les écrivains ont vraiment des drôles de vie quand même. C'est vrai, mais d'ailleurs on peut rappeler que Pérec avait un chat, Colette avait des chattes, Cocteau avait un chat, même Dany Laferrière, l'écrivain haïtien, a fait paraître l'été passé Autoportrait de Paris avec un chat. Est-ce qu'il y a quelque chose avec de l'ordre de la solitude aussi de l'écrivain qui est obligé de parler à son chat, à défaut de parler à quelqu'un d'autre? Alors je précise que c'est un siamois, et donc les siamois sont des chats-chiens et qui vous répondent tout le temps, qui vous suivent, on leur lance une balle, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais bon.
C'était un important point de le dire. Non, mon chat, je l'ai même décrit dans mon premier livre. C'est que dans le premier livre, c'est ce que vous disiez, c'est sur un restaurant, c'est sur le harcèlement au travail. Et un jeune homme arrive dans un restaurant et il y a un très beau chat blanc qui est sur les marches. Et il y a eu toute une... Quand j'allais dans les lycées, notamment présenter le bouquin, on me demandait, mais le symbole du chat, c'est Alice, c'est le gardien du temple, etc. Non, en fait, c'est juste mon chat, parce que j'étais très seule quand j'ai écrit le livre. Et mon chat était à côté de moi et je l'ai... C'est devenu une sorte de totem ou de doudou au choix. Merci beaucoup. Merci vous restez beaucoup. avec nous, évidemment, jusqu'à la fin de l'émission. Merci Sébastien.